Bonjour à tous. Cette vidéo va présenter les résultats d'une étude exploratoire portant sur le lien entre handicap intellectuel et violences gynécologiques et obstétricales. Plus précisément, l'étude porte sur la situation des femmes vivant en milieu institutionnel en Belgique francophone. Cette étude est le fruit de trois associations qui se sont unies et ont croisé leur grille de lecture pour mieux comprendre la problématique de la santé sexuelle et reproductive des femmes en situation de handicap intellectuel. Tout d'abord, l'ASBL Femmes et Santé, qui est une ASBL féministe de promotion de la santé et qui interroge la médicalisation des cycles de vie des femmes et l'impact du genre sur leur santé. Ensuite, le Centre de ressources handicap et sexualité, qui traite de vie relationnelle, affective et sexuelle pour un public en situation de handicap. Et enfin, le Centre handicap et santé, qui travaille également la promotion de la santé et également pour et avec un public en situation de handicap. Les trois associations ont pleinement collaboré sur la réflexion de cette étude. Femmes et Santé a porté la passation d'entretien, l'analyse et la rédaction du rapport. Le Centre de ressources handicap et sexualité et le Centre handicap et santé ont, quant à eux, fourni une relecture attentive tout au long de la collaboration et proposé des pistes d'outils et de bonnes pratiques à destination des professionnels. Pour toute utilisation de cette étude, veuillez demander un accord préalable à l'ASBL Femmes et Santé. Cela peut peut-être paraître un peu évident, mais cette vidéo va traiter de sujets difficiles. Donc si vous ne vous sentez pas prêt ou prête à lire ou entendre parler de propos concernant les violences gynécologiques, obstétricales et ou sexuelles, nous vous invitons à reporter le visionnage de cette vidéo. Par ailleurs, des témoignages issus des entretiens, qui sont parfois un peu durs, vont être ici retranscrits. Si durant le visionnage, vous identifiez avoir vécu ou vivre des violences, qu'elles soient sexuelles, physiques, psychiques ou autres, nous vous encourageons à contacter des professionnels de l'écoute de votre choix, qu'il s'agisse de psychologues, de lignes d'écoute, etc. Avant d'aller plus loin, il nous semblait intéressant de revenir sur les objectifs de l'étude. La position de l'étude qui est présentée ici est de mettre en lumière les dysfonctionnements d'un système qui mène à la perpétuation de violences gynécologiques et obstétricales à l'encontre de femmes avec une déficience intellectuelle. Nous souhaitons avant tout diffuser les réflexions qui ont émergé de cette étude et proposer quelques pistes pour soutenir la pratique des professionnels qui prennent part à la santé sexuelle et reproductive des femmes en situation de handicap. L'étude n'a donc pas pour but ou intention d'accabler qui que ce soit, mais plutôt de plaider pour un accès plus systématique et plus respectueux des femmes en situation de handicap intellectuel à la consultation en santé sexuelle et reproductive. Ces quelques balises posées, nous allons maintenant pouvoir entrer au cœur de l'étude et nous interroger sur ce que sont les violences gynécologiques et obstétricales. Au fond, de quoi parle-t-on? Pour fluidifier la présentation, à partir de maintenant, j'utiliserai parfois l'acronyme VGO pour parler des violences gynécologiques et obstétricales. La thématique des VGO est de plus en plus abordée, on en parle de plus en plus. Cependant, il peut rester difficile de réellement comprendre et observer ce qu'est une violence gynécologique ou obstétricale. Les VGO peuvent être perçus et appréhendés différemment par chacun en fonction de ses réalités et de son contexte culturel et social. De plus, il n'existe actuellement pas de consensus scientifique autour d'une définition qui expliciterait clairement ce qu'elles sont et comment elles peuvent se traduire dans la pratique. Ce flou renforce donc la difficulté à les identifier et à proposer des pistes pour y remédier. Le manque de consensus est en fait déjà un risque en soi pour la femme de se voir dénigrée dans sa souffrance et les violences vécues. En l'absence d'un consensus clair, nous choisissons de vous proposer cette définition des VGO. Les VGO sont des violences que peuvent vivre les femmes, que nous comprendrons ici comme toute personne disposant d'un appareil génital femelle. Elles se déroulent dans un contexte de suivi médical axé sur la santé sexuelle et reproductive, et elles peuvent s'illustrer par
un discours, des actes, des interventions ou des postures non appropriées ou non consenties. Plus précisément, les VGO peuvent être des actes qui ne correspondent pas aux recommandations pour la pratique clinique. Peuvent être des actes posés sans avoir recueilli le consentement libre et éclairé de la patiente. Et plus largement, ça peut être des attitudes, des postures, des comportements ou des propos perçus comme brutaux, ne respectant pas l'intimité ou la pudeur de la patiente. Nous parlions de consentement libre et éclairé. Faisons un petit focus sur cette notion car nous allons voir que c'est un élément central dans la problématique des VGO. Le consentement libre et éclairé est compris par la loi belge en matière de santé et est à l'article 8 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient. Les deux termes ont leur importance. Libre signifie qu'il n'y a pas eu de pression à poser un acte, notamment la pression exercée par une tierce personne. Éclairé signifie que la personne a pu avoir accès à des informations sur le but de l'intervention, le degré d'urgence, la durée, les effets secondaires, les risques, le suivi, etc. Sur le coût financier, donc les honoraires, tickets modérateurs, suppléments, etc. Et sur les éventuelles alternatives. Selon les textes, le consentement peut être verbal ou interprété par le professionnel de santé, comme par exemple voilà, tendre son bras pour accepter de recevoir une injection. La loi évoque ainsi que le professionnel peut raisonnablement inférer du comportement de la patiente qu'elle consent à l'intervention. Dans certains cas, le consentement est écrit dans le dossier de la patiente. Si la thématique du consentement vous intéresse, nous vous invitons à consulter le contenu proposé par le service d'orthopédagogie clinique de l'UMONS et qui est disponible via le profil d'handicap et santé sur Willing Care. Il y a là tout un contenu qui pourra vous renseigner de manière beaucoup plus théorique et plus approfondie sur ce qu'est le consentement. La théorie est en effet assez étayée sur le consentement, mais dans la pratique, ça reste quelque chose de compliqué. Comment est-ce qu'on s'assure de la compréhension de la patiente? Comment est-ce qu'on prend les décisions, finalement, avant de poser des actes médicaux? À quelle étape l'opinion du patient, de la patiente est-elle sollicitée? Est-ce que le refus a une place? Et quelle place laisse-t-on à ce refus? Et comment peut-on également estimer la capacité d'un patient à prendre des décisions concernant sa santé? Nous n'apporterons pas nécessairement de réponse ici dans cette vidéo, mais ce sont des questions que nous voulions amener. Ce sur quoi nous désirons attirer l'attention dans la problématique des VGO, c'est qu'il ne s'agit pas d'actes isolés qui seraient commis par ce qu'on pourrait qualifier de mauvais médecins. Dans cette étude, nous avons vraiment voulu prendre le parti d'étudier les violences gynécologiques et obstétricales sous un prisme systémique, c'est-à-dire que nous comprenons que les VGO découlent d'un système néolibéral qui met la pression sur le système de santé. En d'autres mots, la suppression de moyens et la montée de besoins de soins entraînent un manque de personnel, des temps de consultation réduits, le développement de la technicité au détriment de la relation humaine et encore d'autres défis décrits par le milieu médical lui-même. Dans le cas des VGO, nous voulions également replacer les violences comme étant les conséquences d'autres systèmes dans lesquels le monde médical évolue. En premier lieu, le système patriarcal. Historiquement, le corps des femmes et leur système reproducteur ont été l'enjeu de contrôle des fertilités et des naissances. Cela peut se traduire par des postures d'autorité du ou de la soignante sur la femme, par exemple, décider pour elle de ce qu'elle doit faire de sa sexualité, de sa fertilité, mais aussi par des comportements ou des actes qualifiés de sexistes, par exemple minimiser les douleurs que peut ressentir la patiente et dès lors ne pas proposer d'écoute ou de solution pour la prendre en charge. Dans le cas du public en situation de handicap, le système validiste a également un impact.
Le validisme vise spécifiquement le handicap et l'amène à le percevoir comme quelque chose qui est anormal, qui est honteux et qu'il faut changer. L'idéal à atteindre étant la validité, la disparition du handicap. Ayant lieu dans le milieu médical, les VGO ont des conséquences sur la santé des patientes. Elles ont souvent pour effet de rompre le lien de confiance entre des femmes et les systèmes de santé, entraînant des arrêts ou des reports de soins et donc potentiellement l'aggravation de possibles pathologies. Elles ont également des conséquences sur la santé mentale et la vie sociale. Les VGO peuvent amener des troubles psychiques comme dépression, des pensées suicidaires, un stress post-traumatique, et qui peuvent créer de l'isolement social, voire des ruptures avec le monde professionnel, une précarisation, etc. Il s'agit donc d'un enjeu de santé au-delà de la santé sexuelle et reproductive de la patiente. Maintenant que nous avons défini les VGO, voyons comment elles s'appliquent spécifiquement aux patientes en situation de handicap intellectuel. Commençons par une définition à nouveau. Qu'est-ce que le handicap intellectuel? On va généralement différencier deux modèles quand on parle de handicap intellectuel. Le modèle médical qui vise spécifiquement la déficience intellectuelle et donc qui va cibler à la fois des limitations concernant les capacités intellectuelles, une difficulté à avoir une pensée abstraite, à résoudre des problèmes, à anticiper, à se projeter, et des habiletés pour fonctionner au quotidien, par exemple des habiletés sociales. On distingue ensuite le modèle social et là on parle du handicap. L'handicap étant le désavantage lié à la déficience intellectuelle dans un environnement non accessible. Donc, ce qui veut dire que dans un même environnement, une personne avec une déficience intellectuelle aura plus de difficultés à accéder aux mêmes droits et aux mêmes services qu'une personne sans déficience intellectuelle. Les femmes en situation de handicap se retrouvent à la croisée de plusieurs discriminations. Discrimination liée au genre et discrimination liée au handicap. De par ce croisement, entre guillemets, les femmes en situation de handicap sont davantage susceptibles de connaître des violences. Par exemple, l'Association socialiste de la personne handicapée observe que dans le monde, une femme sur trois subit des violences physiques ou sexuelles, le plus souvent par le partenaire intime. Parmi elles, les femmes en situation de handicap sont 4 fois plus exposées aux violences sexuelles que leurs homologues valides. De la même manière que les femmes en situation de handicap sont davantage victimes de violences sexuelles et physiques, elles sont davantage également victimes de VGO et de manière spécifique. Ainsi, selon l'OMS, des femmes en situation de handicap sont encore stérilisées sans leur consentement libre et éclairé. Des travaux de l'ONU ont également pu montrer que la contraception forcée ou l'IVG sous contrainte constituent des pratiques coercitives courantes au niveau mondial.